film Youth de Paolo Sorrentino est une œuvre remarquable parce qu'empreinte d'une très grande simplicité. Il est provocateur de parler de simplicité pour un film aussi riche. Mais je propose d'éclairer mon propos en 3 points. Le premier point sera l'importance accordée aux rêves de l'enfance pour chacun des personnages du film. Le deuxième point sera à quelles conditions l'harmonie et l'équilibre interviendront pour que chacun de ces personnages réussisse dans l'existence. Le troisième point sera la dimension tragique que prend cette bouche d'ombre de Mélanie atteinte d'Alzheimer lorsqu'elle a cessé de chanter. Come look. Yeah, it seems really close. Exactly. This is what you see when you're young. Everything seems really close. That's the future. And now... And that's what you see when you're old. Everything seems really far away. That's the past. Il s'agit dès le début des rêves d'enfance déçus. Le premier rêve, c'est celui de la petite masseuse qui voudrait devenir une star de la chanson moderne, pop ou rock, qui ne le sera jamais. C'est également le rêve déçu des 3 scénaristes qui, enfants, voulaient être réalisateurs un jour, qui ne le seront point. Et puis, il y a également Dimitri qui, lui, a toujours rêvé d'incarner des grands personnages et de devenir à travers eux le grand acteur, celui dont on ne verra jamais le visage tant qu'il va jouer les robots. Et puis, comme rêve d'enfance particulièrement déçu, il y a Mick Boyle qui aura remarquablement filmé, suivi à la trace, persécuté différentes stars, les plus grandes, tout cela pour ne pouvoir finalement jamais réaliser ce petit rêve d'enfant, séduire Selma Black, sa petite voisine de 11 ans, dans un parc, au point de vouloir lui prendre la main et qu'elle la refuse. Just your mouth, just your face, just your voice. Venons-en maintenant aux 6 cas de rêves réussis. Le premier, incessamment poursuivi, c'est celui de l'enfance de Maradona, qui a toujours rêvé de ne jamais voir retomber cette balle prodigieuse qu'il lance du pied gauche. Le second rêve réussi de l'enfance est bien sûr l'émissaire de la reine, qui tout enfant admirait sa majesté et espérait pouvoir être à la fois celui qui, devant ses désirs, a son service, qui la sert fidèlement jusqu'au bout. Le troisième rêve réussi, c'est celui de toute jeune fille qui deviendra Miss Univers, peut-être. C'est d'être la plus belle devant son miroir et d'être la plus belle devant les yeux du monde entier. Enfin, vous le savez, le guide de haute montagne, enfant, regardez les cimes neigeuses inaccessibles et rêver d'être là-haut sur le pic, et puis, à force, de façon opiniâtre, de ses mains nues, il est parvenu à sa vocation, à réaliser ses rêves d'enfance. Il y a Léna qui va apprendre avec lui à ne plus avoir peur du noir, de l'absence, du vide provoqué par son père. Là, simplement parce qu'elle va trouver une nature protectrice qui l'élève petit à petit en l'amenant à se surpasser toujours vers le plus haut. Et puisqu'on parle du plus haut, le sommet évidemment de cette vocation réussie, c'est celle du lama qui, à force de concentration, réussit cette lévitation qui le rapproche de plus en plus de la divinité. God. What do you mean, who is she? Miss Universe. But she looks so different. Unrecognizable. Que peuvent-ils avoir de commun,
ces rêves d'enfance réussis, ils ont une chose particulièrement importante. Ils sont, comme disait le poète Paul Claudel, frappés de verticalité. Claudel nous dit « Seuls l'homme et l'arbre dans le monde sont frappés de verticalité parce qu'ils s'empressent toujours à désigner les cieux. » Il est évident que Maradona, dans ses tentatives, pour que jamais la balle ne retombe, vise impérativement les cieux. Il en sera de même pour le guide de haute montagne, dont l'ascension ne doit jamais céder à la pesanteur. Et ce caractère de apesanteur, nous allons le retrouver dans la grâce divine qu'incarne le lama. Souvenons-nous que Jimmy Tree, en anglais Jimmy Arbre, bien sûr, en jouant le personnage d'Adolf Hitler dans le film, il n'est pas en train de jouer Adolf Hitler. Il est en train de jouer l'acteur polonais qui débute le film de Lubitsch, To Be or Not To Be, et donc la préoccupation essentielle était, mais enfin, suis-je vraiment un grand acteur ou non au point d'incarner un grand personnage? Et To Be or Not To Be, être ou ne pas être, c'est véritablement la question que chacun se posait. Qui suis-je? Deviendrai-je un jour quelqu'un de transcendant? La masseuse a raison d'insister parce que le plus simple, le plus direct, le plus franc, le plus à notre portée de toutes les relations humaines, c'est ce qu'on appelle en linguistique le fatigue. Décrocher un téléphone et répondre « Allô » signifie « Je suis là, il y a quelqu'un, reconnais ma voix ». Et donc ce contact-là, c'est un contact quasi physique. Et c'est pour cela que le massage représente le contact le plus direct, le plus fatigue possible. On ne peut pas faire plus prégnant, plus empressé et plus présent. Paul Valéry, le poète, disait « Il n'y a rien de plus profond que la peau ». Et donc, la véritable relation humaine relève effectivement de cette simplicité du charnel à charnel. C'est ce que traduit d'ailleurs l'orgasme. Comment Paolo Sorrentino va-t-il filmer l'orgasme? Vous le savez, ce vieux couple-là qui se dispute en ville, qui se frappe, qui ne se parle jamais, va connaître dans une clairière un orgasme représenté par le cri, le chant de la femme. Ce chant de la femme est illustré par ces cimes des arbres qui convergent vers le ciel. Eh bien, cette façon de filmer les arbres dans ce chant de femme qu'est l'orgasme rappelle la théorie de Reich selon laquelle l'orgasme en nous, l'origine de l'orgasme serait le rayonnement cosmique et que ce rayonnement cosmique ne demande qu'à retourner aux étoiles. Laying in my bed, ceiling gazing. Pourquoi Mick Boyle se jette-t-il dans un acte de désespoir, dans le gouffre, dans le néant? C'est bien parce que ascendance et transcendance traduisaient le vœu, le souhait, le rêve de l'enfance d'aller toujours plus haut, de parvenir au plus simple, au plus direct, mais toujours vers l'élévation, toujours vers les cieux. S'il y a un personnage dans le film qui, de façon simple, claire, nette, a pu atteindre cette transcendance, il l'a atteinte par la simplicité. C'est cela que nous dit le film. Ce personnage, vous l'avez tous reconnu, c'est Fred Ballenger. Pourquoi ? Parce que les grandes compositions symphoniques dont il était capable, l'ensemble des 150 musiciens se traduisent simplement par un exercice de quelques notes qu'un enfant au violon est capable de reproduire.
Do you know who composed that piece that you're practicing? No. Who? Me, I don't believe you. And what's the composer's name? Fred Ballinger. And you? What's your name? Fred Ballinger. Ça, c'est une très grande méchanceté de la part de Paolo Sorrentino. Ça veut dire, à mes yeux, que tous les artifices déployés, toute la magie que l'on peut avoir, tout cet exploit physique, tout cet exploit de physique comme science exacte des éléments, de maîtrise des éléments, tout cela, mais finalement, c'est du creux, c'est du vent, parce qu'on oublie une chose essentielle. Cette chose essentielle, c'est la simplicité. Tous les artifices, toute cette magnificence de mécanismes mis en avant, le podium qui tourne autour pour faire voir tous les côtés, tout cela, c'est tourner en rond inutilement, c'est faire bulle. Et ce temps-là, évidemment, c'est un temps qui s'oppose à celui de l'éternité. Et celui de l'éternité, c'est évidemment le talent, le don, le génie, qui évidemment est destiné à traverser les siècles. Just your mouth, just your voice, and my soul, just your beloved. Cette bouche de Mélanie, son épouse, cette bouche d'ombre, résume la tragédie humaine. La première grande tragédie, c'est évidemment de ne plus avoir ce lien avec le cosmos. Et très certainement, en perdant la voix, cette bouche d'ombre nous rappelle que la jouissance, l'orgasme, le plaisir, l'amour ont définitivement disparu de sa sphère. Également, le chant d'artiste, cette voix qui s'élève, cette voix de femme qui s'élevait autrefois, et nous le savons, la prière, os auris, la bouche, le ora pro nobis de la prière, c'est quelque chose qui chaque fois se tourne vers Dieu. Et là, la disparition de son art chez Mélanie signifie le reflux, le retrait de Dieu. Eh bien, définitivement, la bouche de Mélanie est une bouche absente. I feel complete.